Le libre arbitre n'existe pas, épisode 8, une révolution politique. Le libre arbitre n'existe pas. On a vu dans les épisodes précédents les arguments qui permettent d'affirmer cela, et l'on est en train de voir les déclinaisons culturelles de ces modifications de représentation. On est en train de voir les conséquences que pourrait avoir l'effondrement de cette croyance. Dans cet épisode, on va voir ce que pourrait avoir comme conséquence politique l'effondrement de la base même, de la croyance même qui structure absolument toute notre société contemporaine et qui est que chacun serait libre de pouvoir faire en sorte de devenir ce qu'il veut, chacun serait libre de pouvoir agir tel qu'il le veut et qu'il le souhaite et tel qu'il le décide, chacun serait libre de pouvoir penser à une chose plutôt qu'à une autre, chacun pourrait être libre de prendre conscience d'une chose plutôt que d'une autre, chacun serait donc libre de pouvoir faire en sorte de faire les bonnes actions pour être une bonne personne, chacun pourrait être libre de ne pas faire les mauvaises actions qui feraient de vous une mauvaise personne, et surtout donc sur le plan social, chacun serait libre de pouvoir faire les bonnes actions pour pouvoir réussir. Il y a un clivage sociétal fondamental qui est fait entre la réussite et l'échec. Il y a les bons et les mauvais, les gentils et les méchants, ok pour ça. Ça, d'un point de vue moral, ça a dû exister évidemment dans toutes les sociétés. Mais il y a dans notre société l'idée qu'il y a ceux qui réussissent d'un point de vue social et ceux qui échouent. Et ceux qui réussissent ont donc du mérite, puisque chacun fait exprès de devenir ce qu'il est. Eh bien, les personnes qui réussissent ont juste, du moins c'est la croyance, fait exprès de faire en sorte de faire les bons efforts et de faire les bons choix qui leur permettent d'être dans la bonne position, d'avoir eu la bonne réussite sociale. Libre à vous, si vous êtes au chômage, de travailler. T'as qu'à faire des bonnes études pour pouvoir avoir une bonne situation sociale. Si tu échoues, tu n'as qu'à faire en sorte de réussir. Et c'est même le fondement même de notre société capitaliste contemporaine, c'est que si tu veux, tu peux, chacun est libre de devenir, yaka faucon, fais les bons efforts et toi aussi tu auras le droit de dominer comme moi qui te domine. Mais alors si je dis que cette société contemporaine est fondamentalement libre-arbitriste, reste à savoir depuis quand et ce qui me permet d'affirmer ça. Là, c'est un travail qui relève sincèrement d'un travail de recherche à part entière, d'un livre à part entière, de podcast à part entière. Mais en travaillant sur le libre-arbitre, je me suis rendu compte que, quand bien même probablement depuis la naissance de l'humanité, l'humain croit en sa capacité à pouvoir décider de son comportement. C'est ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire cette composante du soi qui nous donne l'intuition, alors neurologique, que c'est bien moi, là, qui suis à l'origine de mes comportements et de mes décisions. Quand bien même depuis la naissance de l'humanité, on a probablement cette croyance en notre libre arbitre, c'est probablement depuis la révolution industrielle, et je vais vous expliquer pourquoi, que notre société a à ce point structuré l'ensemble de ses représentations autour de la croyance en notre libre arbitre. Auparavant, en Occident, on était dans un référentiel qui était théiste. Il a été monothéiste, avant ça il était polythéiste, avec l'idée qu'il y a une divinité, une transcendance qui est une force extérieure à ce monde et qui explique nos trajectoires de vie par le destin, le mektoub, et qui donc écrit nos trajectoires de vie pour nous et qui décide à notre place, par exemple, du moment où on va mourir. Alors Dieu est omnipotent, il est omniscient, donc c'est-à-dire il est partout, il voit tout et il est capable de tout. Il fallait donc réduire un petit peu ce paradoxe et résoudre cette contradiction avec l'idée que Dieu peut tout et c'est lui qui décide de tout pour nous, mais quand même qui décide aussi de nous laisser la liberté d'aller vers lui, de lui prouver que l'on croit en lui, de lui prouver notre foi, et de lui prouver qu'on est un bon croyant qui mérite sa place au paradis en faisant les bonnes actions et en respectant le dogme et les rituels qui sont définis dans les différents dogmes. Et puis, en Occident, il y a aussi cette idée très forte qu'on retient dans l'histoire comme étant liée à Descartes. Or, il était plutôt l'expression probablement de la croyance de son époque, au XVIIe siècle,
il y a cette idée très forte de dualisme, de séparation entre l'esprit et le corps, avec donc cette pensée, cette conscience que l'on se sent avoir, que l'on s'entend avoir, et l'idée que cet esprit, cette âme, voire cette conscience, des fois le mot est utilisé encore aujourd'hui de manière très floue et en lien avec ces croyances passées d'âme et d'esprit, eh ben, cette âme et cet esprit est séparable du corps physique et il existe en dehors de la matière et il peut nous survivre et se réincarner ou survivre sous la forme d'esprits, de fantômes, etc. Jusqu'à la révolution industrielle, notre croyance, notre rapport au monde, notre représentation du monde, elle est profondément théiste. C'est Dieu qui est au centre de notre représentation de ce qu'il se passe dans le monde et l'humain est à la marge, a une marge de manœuvre face à Dieu. Au moment de la révolution industrielle, c'est l'inverse qui se passe. Peu à peu, on enlève des mains de Dieu nos destinées et nos mektoubs, et peu à peu, on se réapproprie l'explication que l'on a de nos trajectoires de vie. Alors, c'est pas une décision de libre arbitre à nouveau, ça n'est que la conséquence des découvertes de l'époque. Ça n'est pas à un moment donné les humains qui se mettent autour d'une table et qui se disent « Ah tiens, non, si c'était nous qui étions libres de nos mouvements et de nos parcours, et si c'était le libre arbitre qui expliquait nos vies ». C'est tout simplement que, à la révolution industrielle, avec les découvertes scientifiques qui ont lieu à cette époque-là, on découvre peu à peu qu'il y a un lien direct entre notre expérience phénoménale du réel. Alors quand je dis phénoménal, c'est au sens phénoménologique, l'expérience des phénomènes. Il y a un lien direct entre l'expérience que l'on fait de soi-même et de ce qui nous entoure et l'activité de notre cerveau. Ces découvertes, elles arrivent donc à un moment où il y a une exponentialisation des découvertes techniques et technologiques qui permettent une exponentialisation des découvertes scientifiques, ces découvertes scientifiques permettant elles-mêmes à nouveau une explosion des découvertes techniques et technologiques. C'est à cette époque qu'on arrête de croire en la génération spontanée, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu qui crée à partir du rien les champignons, mais les champignons sont bien le développement macroscopique de microspores qui existent à l'échelle microscopique. C'est à cette époque qu'on découvre les neurones, les cellules de Purkinje. C'est à cette époque qu'on crée la première chaire mondiale de maladies des systèmes nerveux à la Salpêtrière et qu'on découvre aussi par exemple la nature électrique des influx nerveux qui circulent à travers les neurones au sein de nos cerveaux. Et donc c'est à ce moment-là que naît cette discipline qui deviendra un champ scientifique en soi, cette discipline qui est la psychologie. Avant la révolution industrielle, la psychologie, les psychologues sont les chamans et les prêtres, et la psychologie est laissée au champ de la mystique et du divin. Avec ce changement de cosmogonie de rapport au monde, il y a également un changement de rapport aux politiques. Auparavant, Dieu nomme les chefs, il y a même la monarchie de droit divin, et c'est sacrilège si vous remettez en cause l'autorité de l'Église ou l'autorité du roi. Alors qu'à l'époque moderne, de manière progressive, on peut s'autoriser à remettre en question l'autorité qui tient le pouvoir, puisqu'elle n'est pas Dieu, elle n'est pas sacrée. Ce qui est sacrilège aujourd'hui, c'est exactement, précisément, de remettre en cause le libre arbitre. Vous pouvez caricaturer autant d'hommes politiques que vous voulez, vous n'irez pas en prison. Par contre, si vous remettez en cause l'idée que chacun est libre de pouvoir être ce qu'il est, et si vous dites qu'il faut réfléchir à l'échelle sociétale notre individualité simplement et strictement en termes de systémique, et si vous dites que nos parcours de vie individuels ne sont en rien liés à notre volonté, mais ne sont que la conséquence de l'interaction entre notre biologie et notre environnement, si vous invoquez aussi de trop l'histoire pour comprendre le présent, alors on vous traite de discours victimaire, d'ère victimaire, on vous traite d'assisté et on vous traite d'apôtre du chaos qui va faire survenir le chaos dans la société.
Alors évidemment, ces changements de société, ils n'arrivent pas d'un coup. C'est progressif et il y a un glissement progressif, par exemple, de génération en génération. Vous avez des générations qui vont porter un peu de l'ontologie passée et un petit peu de l'ontologie à venir. Par exemple, chez nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, Dieu est encore très présent. Mais il n'est plus que relégué la plupart du temps à un niveau symbolique de sacré pour les moments importants de la vie sociale que sont les naissances, les mariages et les décès. Et puis il est recruté face à l'angoisse existentielle de la mort parce que finalement on ne sait jamais, quoi. Donc au début du XXe siècle naît cette discipline qui s'appelle la psychologie et qui est une représentation du réel qui place notre libre arbitre, en tout cas l'explication, les causes des trajectoires de nos vies dans notre cerveau et qui place le libre arbitre dans notre cerveau en lien direct avec notre activité psychique. C'est à ce moment-là que naît cette représentation du réel par la psychologie qui place dans notre cerveau l'agent effecteur, décideur, réflexif de nos trajectoires de vie, de nos comportements personnels et de notre interaction avec le monde. À l'époque, la psychologie est empreinte de premières théories. C'est comme tout champ scientifique qui naît, il y a plein de théories qui partent dans tous les sens. Et à l'époque, la croyance, en tout cas l'hypothèse principale dans cette nouvelle discipline qui s'appelle la psychologie, c'est la psychanalyse, qui est aujourd'hui une théorie complètement surannée et oubliée, à part dans quelques services français, mais qui invoque pour la première fois cette notion d'inconscient. Et il y aurait l'idée que toute la journée, on est conscient de tout, on est conscient de ce qu'on veut. Si je veux, je peux. Si je veux réfléchir à une chose, j'y pense. Mais que quand même, nos agissements, nos émotions seraient en partie déterminés par ce qui se passe dans notre inconscient. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec les neurosciences, on sait que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que tout est absolument, strictement, d'abord inconscient, et de temps en temps, du fait de notre interaction entre la matière qui nous compose et la matière environnementale, il y a des processus neurologiques qui se déclenchent, dont par exemple des processus neurologiques de conscience, qui nous permettent de temps en temps, au cours de la journée, de prendre conscience d'une chose. Mais donc aujourd'hui, on sait que c'est l'inverse. Tout est absolument d'abord et avant tout strictement inconscient. Et il y a juste notre cerveau qui, de temps en temps, prend conscience de certaines informations qui sont présentes. Au début du XXe siècle, donc, il y a cette explosion de la production de technologies, de techniques qui augmentent les découvertes scientifiques, qui elles-mêmes augmentent les découvertes techniques et technologiques, et qui font une explosion de la production de marchandises et donc une explosion des richesses pour les détenteurs des moyens de production, pour les patrons, pour les propriétaires des machines que l'on invente à l'époque pour produire à la chaîne. Et c'est donc la naissance du capitalisme à l'époque industrielle, avec le fait que les bourgeois demandent à d'autres gens qui ont de l'argent de leur prêter de l'argent pour pouvoir construire les usines qui vont ramener de l'argent. Et il faut donc produire toujours plus de richesses pour pouvoir se rémunérer grassement, diminuer toujours plus les coûts et notamment les salaires sur les ouvriers pour pouvoir soi-même faire le plus possible de marge. Et il faut toujours produire plus puisqu'il faut en plus rémunérer les actionnaires. Et donc ça, après, c'est les différentes déclinaisons culturelles contemporaines du capitalisme avec le libéralisme, le néolibéralisme, etc. Et donc ce capitalisme-là, il naît exactement en même temps que la psychologie et il a lieu exactement en même temps que ce changement de rapport au réel et de représentation du réel, où on passe d'une société théiste à une société intrinsèquement libre-arbitriste. Et donc en ayant travaillé sur le libre-arbitre, c'est là où je me suis rendu compte que le capitalisme était même intrinsèquement permis par la croyance en l'existence du libre-arbitre. Il faut précisément être croyant et croire que chacun mérite ce qu'il a et ce qu'il est pour pouvoir s'autoriser moralement à confisquer autant de richesses au détriment de la société, au détriment de son voisin qui est dans la rue et qui est SDF. Il faut absolument, au fond de soi, depuis qu'on est né, avoir structuré l'ensemble de nos représentations du réel autour de la croyance que chacun est libre de pouvoir faire ce qu'il veut, pour pouvoir s'autoriser moralement à jouir de ses privilèges,
même si c'est au détriment de l'autre. Intrinsèquement, au fondement même de notre société, il y a l'idée que si moi je suis libre de pouvoir avoir fait les efforts pour pouvoir travailler, pour pouvoir être riche, alors n'importe qui peut le faire. Et donc, si j'ai fait des efforts, libre à toi de faire des efforts. Si je suis riche, libre à toi qui est pauvre d'être riche. Si j'ai un travail, libre à toi qui est au chômage de trouver du travail. Et si tu veux, tu peux. Yaka Faucon, les fameuses valeurs travail et la fameuse notion de mérite. Et c'est même à cet endroit-là précis que se place le clivage idéologique contemporain dans les discours contemporains politiques. Vous voyez bien que plus vous êtes à droite, plus vous êtes conservateur, donc conservateur du monde tel qu'il est, voire réactionnaire, c'est-à-dire en lutte contre le changement du monde et pour un retour à des fonctionnements antérieurs. Plus vous êtes à droite, plus vous allez être accroché à ces valeurs d'individualité, donc d'individualisme, plus vous allez avoir une compréhension du monde qui n'est que strictement individuelle et qui est en fait absolument pas systémique. Ce clivage fondamental droite-gauche dont on parle souvent en politique et dont certains essayent de faire croire qu'il n'existe pas, se loge pourtant à cet endroit. Mais sauf que comme la société garde encore une représentation hégémonique libre-arbitriste, on ne se rend pas compte qu'il passe à cet endroit le clivage. Plus vous êtes de droite, plus vous avez une croyance et une compréhension du monde qui n'est que seulement et strictement libre-arbitriste et individualiste. Chacun est libre de pouvoir réussir et c'est en insistant sur les efforts que chacun devrait faire que la société sera plus heureuse. Plus vous êtes de gauche, plus vous avez une pensée fondamentalement systémique et déterministe des choses, c'est-à-dire avec une capacité de penser le monde seulement et strictement en termes d'interaction et d'interdépendance. L'être humain en tant qu'organisme est un système qui est au sein d'un système qui est la société, qui est au sein d'un système qui est l'écosystème. Et donc par exemple la gauche écologiste. Alors vous voyez que quand on a parlé de capitalisme là, moi je ne définit pas le capitalisme comme étant une société qui ne cherche qu'après le profit et la richesse. Ça, de tout temps, un être humain qui a un bout de flotte en plus de l'autre, il va vouloir le garder ou marchander la flotte qu'il a contre l'autre, sauf s'il a intérêt à interagir avec cette personne et sauf s'il y a un système d'entraide qui se met en place. C'est pour ça que de tout temps, il y a eu la sélection naturelle, la lutte pour le plus fort, mais le plus fort, c'est en fait celui qui sait mettre en place des réseaux sociaux d'entraide. Donc c'est pour ça que la représentation darwiniste classique, qui imagine que le plus fort, c'est celui qui est le plus fort individuellement, est totalement erronée. Celui qui est le plus fort, c'est celui qui a la capacité à s'inscrire dans un réseau social qui est le plus fort possible, et car est donc le plus résilient possible. Donc le capitalisme n'est évidemment pas une société qui est basée sur l'enrichissement. Ça, c'est vraiment une représentation naïve de ce que pourrait être le capitalisme. Le capitalisme est une culture, c'est un rapport au monde et un rapport à l'autre et un rapport au réel qui est guidé par la foi, par la croyance fondamentale que liberté doit être garantie pour tout le monde, à pouvoir s'enrichir autant qu'il le souhaite, à pouvoir entreprendre librement autant qu'il le souhaite, à pouvoir faire bon usage de son libre arbitre pour pouvoir s'enrichir le plus possible autant que possible. Et quel que soit votre milieu social d'origine, avant c'est parce que vous étiez noble ou que vous étiez de sang royal ou par exemple en Inde parce que vous étiez d'une caste de brahman, que vous aviez le droit d'avoir le pouvoir sur les autres et de vous enrichir le plus possible. Aujourd'hui, liberté est supposée garantie pour tout le monde, à pouvoir faire bon usage de sa liberté pour pouvoir entreprendre et s'enrichir le plus possible, avec cette ignorance crasse qui continue encore aujourd'hui, qui est que le monde est déterminé par des déterminants, il n'y a pas de liberté des nouveaux et que donc bien évidemment ta capacité à t'enrichir sera proportionnelle à ton origine sociale de base. Plus tu es riche, plus tu as les moyens même éducatifs et les moyens physiques, matériels de richesse, de pouvoir mettre en place des entreprises qui exploitent la force de travail de gens qui sont de fait déjà, eux, en situation de subordination. Et c'est pour ça que le capitalisme aime tant les histoires de pauvres qui réussissent socialement, parce que ce serait censé être la preuve de cette liberté garantie par nos sociétés. Or, pour autant,
Ces cas particuliers devraient être bien au contraire, à nos yeux, simplement des exceptions qui confirment la règle restant que, au niveau des chiffres et scientifiquement, c'est archi prouvé qu'évidemment ton origine sociale conditionne ta réussite sociale le temps de ton vivant. C'est exactement comme les quelques histoires d'esclavagistes blancs qui ont émancipé quelques esclaves noirs. Il est hors de question, au nom de ces quelques exemples, de pouvoir imaginer que le système négrier esclavagiste infâme n'existait pas en tant que tel. Donc, qu'est-ce qui se passe si cette croyance disparaît sur le plan politique ? Si la croyance en l'existence d'une liberté individuelle à pouvoir réussir plutôt que échouer disparaît, alors c'est la notion même de mérite qui disparaît. Plus personne n'a de bonnes raisons d'être en situation de privilège ou de domination sur qui que ce soit d'autre. Évidemment qu'il restera toujours des rapports, des inégalités rien que de santé, des inégalités de force physique, des inégalités de beauté par rapport à des critères culturels d'une époque, etc. Mais c'est bien la justification morale d'une organisation politique des rapports de domination de certains groupes d'individus sur d'autres qui disparaît. S'il n'y a plus le moindre mérite pour une personne à être en situation de privilège, alors il n'y a plus la moindre raison de pouvoir permettre que ce privilège soit maintenu. Il n'y a plus la moindre raison de permettre que la personne qui soit en situation de privilège puisse jouir de ses privilèges au lieu de travailler comme tout le monde à comprendre la raison pour laquelle elle est en situation de privilège et à pouvoir trouver les moyens politiques de lutter contre les déterminants à ces privilèges. Et alors, il n'y a plus la moindre raison qu'un système politique comme le capitalisme par essence et par définition puisse organiser le maintien et la reproduction des rapports de domination et des privilèges de groupes d'individus sur les autres, et que ce soit du temps de leur vivant ou d'une génération à l'autre. Si vous réussissez à comprendre l'existence humaine comme n'importe quelle existence de quelque entité que ce soit, qu'elle soit d'ailleurs vivante ou inerte, il n'y a plus le moindre rationnel à quelque distinction de valeur et quelque hiérarchisation que ce soit entre quelque entité que ce soit, qu'elle soit humaine ou pas et qu'elle soit vivante ou pas. Avec la disparition de la croyance en une liberté individuelle à pouvoir faire en sorte de dominer les autres, et donc avec une imagination qui aurait la liberté pour celui qui est dominé de pouvoir faire comme le dominant, c'est-à-dire travailler à prendre les bonnes décisions pour pouvoir être en position de domination, avec la disparition de cette croyance et avec une compréhension absolument seulement et strictement systémique des existences, il n'y a plus le moindre rationnel et donc il pourrait ne plus y avoir la moindre tolérance à quelque rapport de domination que ce soit, entre qui que ce soit, entre quoi que ce soit et pour quelque raison que ce soit, et par exemple chez les humains et entre les humains pour quelque raison que ce soit, c'est-à-dire en raison du sexe ou de la préférence sexuelle ou de l'identité de genre ou de l'origine sociale ou de la couleur de peau ou de la religion ou de la croyance politique par exemple. Et avec la fin de cette croyance que l'humain serait doté d'un libre arbitre, il y a aussi la fin de la croyance que l'humain serait doté d'une nature qui lui permettrait de se penser au-dessus de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Il y a une remise en question fondamentale des rapports de domination entre les humains entre eux, mais également, et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode suivant, entre les humains et absolument tout ce qui les entoure. Il n'y a plus la moindre raison logique, le moindre argument scientifique, donc il n'y a plus la moindre caution morale à quelque rapport de domination entre les humains et les entités qui les entourent, que ces entités soient vivantes ou pas. Il n'y a plus non plus, et c'est important de le dire, car chez les écologistes, ça manque fondamentalement, même chez les antispécistes par exemple, il n'y a plus non plus de légitimité à une distinction ou une hiérarchisation de principes entre le vivant d'un côté et le reste de l'autre. Qu'on soit un animal, un végétal, un insecte, un humain ou une pierre ou de l'eau qui coule, l'état dans lequel nous sommes à cet instant T est un état qui est seulement et strictement un état de la matière, de l'univers, et qui est déterminé par les causes qui l'ont engendré. Si je suis là tout de suite et maintenant en train de vous parler, c'est seulement parce que l'histoire de la matière qui compose cet univers a abouti à cet instant
apporter à cette activité de mon organisme, mais au même titre qu'une pierre peut rouler ou qu'une eau qui coule peut prendre à gauche du rocher plutôt qu'à droite. Il n'y a pas ici plus de légitimité ou de droit à être. Il n'y a pas plus de valeur morale à accorder à mon existence qu'à quelque existence que ce soit, d'autant plus quand on se rappelle que notre propre organisme humain est absolument seulement et strictement composé que de matière environnementale. C'est parce qu'on ingère notre environnement que notre corps existe. Notre matière corporelle est de la matière environnementale que la digestion a incorporée à cet organisme. La distinction même entre soi et environnement n'a pas le moindre sens. Nous sommes tous absolument fondamentalement interdépendants, les humains les uns avec les autres, mais l'humanité avec ce qui nous environne. Alors évidemment, votre cerveau continuera à vous faire neurologiquement vivre plus d'empathie pour les animaux que pour les insectes que pour les arbres, tout simplement parce que ça nous ressemble plus. Mais exactement comme nous savons que la Terre est ronde alors que nous la percevons comme plate, d'avoir des représentations qui changeront aura des répercussions dans nos comportements, car dans nos représentations et donc dans l'expression comportementale de ce que nous imaginons être le monde. Il ne s'agit donc pas ici d'une proposition politique en positif de dire que être de gauche et d'être écologiste et d'être anarchiste, c'est mieux. Il s'agit seulement et strictement de proposer, de découvrir de quelle manière les changements radicaux de représentation, et notamment ici de paradigme ontologique, auront des répercussions dans notre manière d'interagir les uns avec les autres et avec le monde, donc dans notre manière de faire société, car notre manière de faire système est notre manière de faire système avec notre écosystème. J'aimerais, pour finir de vous convaincre de ce lien entre libre arbitre et capitalisme, vous citer une phrase qui est tirée d'un livre de quelqu'un de très connu, vous allez voir, et qui date de 2006. Cette personne parlait des valeurs d'autosuffisance, d'amélioration de soi et de prise de risque, des valeurs de dynamisme, de discipline, de tempérance et de dur labeur. Il parlait des valeurs d'économie d'argent et de responsabilité personnelle. Il disait ceci à propos de ces valeurs. Ces valeurs sont enracinées dans un optimisme fondamental à l'égard de la vie et une foi dans le libre arbitre. La croyance qu'à force de courage, de sueur et d'intelligence, chacun d'entre nous peut s'élever au-dessus de sa condition de naissance. Mais ces valeurs expriment aussi une confiance plus large dans le fait que, tant que les hommes et les femmes sont libres de poursuivre leurs propres intérêts, la société en tant qu'entité prospérera. Notre système d'autonomie gouvernementale et notre économie de marché dépendent de l'adhésion de la majorité des Américains à ces valeurs. La légitimité de notre gouvernement et de notre économie dépend du degré de récompense, de valorisation de ces valeurs. C'est pourquoi les valeurs de l'égalité des chances et de non-discrimination complètent notre liberté au lieu d'empiéter sur elle. Cette splendide phrase qui illustre parfaitement ce qu'on disait dans cet épisode est issue d'un livre qui s'appelle The Audacity of Hope et elle est signée de Monsieur Barack Obama. Le libre arbitre n'existe pas et j'espère que vous, comme moi, commencez à en avoir maintenant l'intuition. C'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver. On va voir maintenant les conséquences politiques sur le plan écologiste. Et vu l'urgence, c'est sans doute l'épisode le plus important. Il est temps que ça se sache, il est temps qu'on en parle. Le libre arbitre n'existe pas. Et c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver.